Oblige ton esprit à penser d'une façon qui te renforce, surtout quand tout semble hors de place, parce que c'est exactement dans ces moments-là que tu dois choisir la direction de tes pensées. Maintenant, imagine ceci. Si aujourd'hui ton esprit ne produisait que des idées qui te relèvent, qui te poussent en avant, qui te font agir, à quoi ressemblerait ta journée? Comment affronterais-tu chaque problème? Quelle décision aurais-tu enfin le courage de prendre? Grave ceci en toi. Le pouvoir n'est pas dans le monde, il est dans ce que tu permets d'habiter dans ta tête. Quand tu forces tes pensées à s'aligner avec ce qui construit, ton état intérieur change. Et quand l'intérieur change, l'extérieur suit. Toujours. Celui qui entraîne son esprit à penser avec force avance. Celui qui embrasse le pessimisme creuse sa propre prison avec ses propres mains, tout en portant en lui la clé qui pourrait le libérer. Et aujourd'hui, cette vidéo n'est pas une invitation. C'est un appel direct. Guide ton esprit avant qu'il ne prenne le contrôle et ne t'entraîne vers le bas. Tu vas comprendre comment discipliner tes pensées change ton humeur, définit ton courage, aiguise tes décisions et ouvre des chemins qui semblaient autrefois impossibles même à imaginer. Maintenant, transforme l'intention en action. Arrête de seulement penser et prouve-toi que tu es aux commandes. Écris ici en bas. Aujourd'hui, je choisis de penser autrement. Je suis stoïque. Ce geste simple est ta première victoire du jour, le premier acte réel de discipline mentale. Respire profondément, redresse ta posture, ferme ton expression et allons vers notre première leçon. 1. Ton esprit crée le monde devant toi. Tout ce qui se passe dehors commence dedans. La manière dont tu penses est le fondement invisible de ta réalité. Si tu te réveilles chaque jour avec l'esprit plongé dans le doute, la peur et les plaintes, le monde te semblera lourd, injuste et épuisant. Mais si tu te réveilles décidé à te concentrer sur ce que tu peux construire, le même monde, le même décor, devient un terrain fertile, rempli de possibilités. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la lentille avec laquelle tu les regardes. L'esprit est comme un miroir. S'il est embué par des pensées négatives, tout ce qu'il reflète paraît laid, déformé et sans éclat. Mais quand tu apprends à nettoyer ce miroir, quand tu changes ton focus, ton ton intérieur, ton dialogue avec toi-même, toute ta vie commence à changer aussi. Et ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est structurel. Ton cerveau, tes habitudes et tes émotions commencent à s'aligner avec ce que tu penses fréquemment. La pensée est le point de départ de tout. Elle détermine tes décisions, façonne tes comportements et attire le type d'énergie que tu entretiens. Pense-y, 2 hommes peuvent marcher sur la même route. L'un voit poussière, fatigue et obstacles. L'autre voit parcours, sens et apprentissage. Rien n'a changé dehors, mais tout a changé dedans. C'est ça, la véritable force de la pensée positive. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien, c'est choisir la posture que tu vas garder. Ce n'est pas nier la douleur, c'est décider ce que tu vas en faire. Ralph Waldo Emerson disait « L'homme est ce qu'il pense toute la journée ». Cette phrase est une loi. Ce que tu cultives en silence deviendra ta voix. Ce que tu répètes dans ton esprit deviendra ton destin. Alors observe tes pensées. Quand tu te réveilles, quand tu travailles, quand tu rentres chez toi, ce qui traverse ton esprit te renforce ou te paralyse. Tu commandes ton esprit ou tu ne fais que réagir à lui. La différence entre celui qui progresse et celui qui reste figé est dans cet instant précis, dans le moment où tu décides d'arrêter d'obéir aux pensées et de commencer à les diriger. L'esprit est comme un miroir d'eau. S'il reflète la peur, tu verras de la confusion. S'il reflète la confiance, tu verras de la clarté. Penser positif n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise de soi. C'est se dire « je choisis de rester calme, même dans le chaos ». Et quand ce choix devient une habitude, la vie cesse d'être quelque chose qui t'arrive et devient quelque chose que tu construis. Numéro 2. Arrête d'être ton propre ennemi. La manière dont tu parles aux autres est importante, mais la manière dont tu te parles à toi-même est décisive. Parce que le dialogue intérieur est le système d'exploitation de l'esprit. S'il est corrompu, tout ce que tu fais sera affecté. Combien de fois t'es-tu surpris à dire « je n'y arrive pas ». Ce n'est pas pour moi. Je me trompe toujours. Ces phrases semblent inoffensives, mais elles fonctionnent comme des ordres mentaux. Le cerveau ne discute pas avec toi. Il obéit. Si tu te dis que tu es incapable, il agira comme si tu l'étais.
La vérité, c'est que personne n'échoue par manque de potentiel, mais par excès d'autocritique. Tu te convaincs que tu n'es pas prêt, et cette croyance devient réalité. C'est pour cela que la première réforme que tu dois faire n'est ni dans ton corps, ni dans ta routine, mais dans la langue avec laquelle tu te traites. Pense à l'esprit comme à une maison. Les mots que tu utilises sont les meubles. Si tu remplis cet espace de phrases de culpabilité, de doute et de peur, il est impossible d'y vivre en paix. Mais quand tu commences à remplacer le « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre » et le « je suis un échec » par « je suis en construction », quelque chose change profondément. Tu cesses d'être l'ennemi et deviens ton propre allié. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable pour celui qui ne sait pas où il va. » Et ta langue est le gouvernail qui dirige ce vent. Celui qui se frappe avec des mots vit à la dérive. Mais celui qui parle avec clarté, fermeté et intention commence à commander son propre destin. Alors observe ce que tu te dis chaque jour. L'esprit croit en la répétition, pas en les intentions. Répète le courage, et il apprendra le courage. Répète le doute, et il apprendra la peur. Corriger tes dialogues, c'est changer le ton de ta conscience. C'est choisir des mots qui construisent, et non qui sabotent. C'est comprendre que chaque phrase dite à toi-même est une graine, et que le jardin de l'esprit fleurit ou pourrit selon ce que tu plantes. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu t'entends dire quelque chose de négatif, arrête-toi, respire et reformule. Transforme le « je ne peux pas » en « je ne peux pas encore ». Remplace le « je n'y arrive jamais » par « je suis en train d'essayer encore une fois ». Ces petits changements sont des actes de pouvoir. Bien parler au monde commence par bien te parler quand personne ne te voit. Et quand cette voix intérieure devient ton allié, penser positif n'est plus un effort, c'est une conséquence. 3. Arrête de reculer. Commence à t'imposer. La façon dont tu te montres au monde ne parle pas d'apparence, mais d'énergie. C'est le reflet direct de ce que tu penses et ressens quand personne ne te regarde. Si, à l'intérieur, il y a du focus, de la confiance et du sens, cela transparaît, même en silence. Mais s'il y a du doute, de la négativité et de la confusion, le monde le perçoit avant même que tu dises un mot. Être positif ne signifie pas ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir de regarder vers l'avant, même quand le chemin paraît rempli de pierres. C'est rester ferme, confiant et plein d'espoir, même quand la journée commence difficile. C'est savoir que, même si quelque chose ne se passe pas comme tu voulais, il y a une raison, une leçon, une opportunité cachée. Cet état d'esprit change ton comportement, parce que quelqu'un qui croit en lui agit différemment, parle avec plus de clarté, se positionne avec plus de fermeté et inspire davantage de confiance. Et c'est ainsi que l'esprit transforme la réalité, pas avec de la magie, mais avec de l'attitude. Pense-y, les gens ne croient pas en celui qui dit, ils croient en celui qui transmet de la conviction. Et cette conviction ne naît pas des mots, elle naît de la cohérence entre ce que tu penses et ce que tu fais. Le philosophe William James a écrit « L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité action et sentiment avancent ensemble. En agissant comme si nous avions la foi viendra. » Cette phrase est une carte. Elle montre que le secret n'est pas d'attendre de sentir de la confiance, mais d'agir comme quelqu'un de confiant jusqu'à ce que cela devienne naturel. Te montrer comme quelqu'un de compétent, de positif et de concentré n'est pas de l'arrogance. C'est de la cohérence avec ce que tu es en train de construire. C'est vivre comme si la victoire dépendait de toi, parce que, en grande partie, elle dépend vraiment de toi. L'énergie que tu émets est une invitation silencieuse. Elle dit au monde qui tu es et ce que tu mérites. Alors, la prochaine fois que tu quittes la maison, que tu entres dans une réunion ou que tu regardes ton reflet dans le miroir, demande-toi, qu'est-ce que ma présence communique, du doute ou de la direction, de la fatigue ou du sens? La réponse à cette question ne se trouve pas dans les vêtements que tu portes, mais dans l'esprit que tu transportes. Et quand ton état d'esprit change, ta posture change. Et quand ta posture change, le monde change avec toi. 4. Ne permets pas que le monde te rétrécisse. La phase de la vie dans laquelle tu te trouves ne définit pas qui tu es. Elle montre seulement où tu as commencé. Il y a des gens qui regardent leur propre moment et ressentent de la honte, de la peur ou de l'impuissance, comme si le présent était un verdict.
mais le présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. La page d'aujourd'hui peut être difficile, mais l'histoire est encore en train d'être écrite, et l'auteur, c'est toi. Et si, en ce moment, tu sens que tu es loin de là où tu voulais être, comprends ceci. La distance n'est pas une défaite, c'est une direction. Elle mesure ce qu'il reste à grandir, pas ce que tu as échoué. Ce qui te sépare de la vie que tu veux n'est pas le temps, c'est l'état d'esprit. Si tu commences la journée en pensant avec foi, avec focus et avec détermination, quelque chose en toi s'aligne. Pense à cette femme qui vit seule, entourée de factures, de peurs et de doutes, et qui, même ainsi, décide de faire ce qu'elle peut. Elle range la maison, nettoie le sol, prépare un café et écrit sur un papier un jour après l'autre. À cet instant, elle n'a pas encore changé le monde, mais elle a changé le climat en elle, et c'est le début de toute transformation. La réalité n'est pas une ennemie, c'est le décor où tu entraînes ta foi. Tu n'es peut-être pas encore arrivé, mais tu as déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Et le destin, inévitablement, répond à celui qui avance avec conviction. Le premier pas pour changer le monde autour de toi, c'est de changer le ton de ton esprit. Observe ce que tu te dis à toi-même. Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu te critiques? Te concentres-tu sur ce que tu as ou sur ce qui manque? T'autorises-tu à rêver ou te sabotes-tu avant même d'essayer? Le dialogue intérieur est le fondement invisible de la confiance en soi. Et tout changement véritable commence en lui. Tu es le directeur de ton esprit, pas un figurant de tes propres pensées. Si tu ne diriges pas ta narration intérieure, quelqu'un ou quelque chose le fera à ta place. Ne permets pas que des idées anciennes, des peurs répétées ou des croyances limitantes prennent le contrôle de ton histoire. Tu choisis ce que tu cultives, et ce que tu cultives chaque jour devient le terrain de ta réalité. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive qui importe. » Et c'est exactement cela. La victoire ne naît pas de l'environnement, elle naît de l'attitude. La pensée positive n'est pas une réaction automatique, c'est une pratique consciente. C'est regarder ta propre vie et dire « Je peux recommencer d'ici » et cela suffit. Alors, ne te laisse pas intimider par ta phase actuelle. Elle n'est pas un obstacle, elle est un entraînement. Et celui qui apprend à garder la foi au milieu des difficultés conquiert une force qu'aucune victoire facile ne peut offrir. Ce qui aujourd'hui te pèse sera demain ta structure. Et ce qui aujourd'hui te teste sera demain ce qui te soutiendra. 5. Entraîne ton esprit jusqu'à ce que l'insécurité n'ait plus de place. La confiance ne naît pas du hasard, elle naît de l'entraînement. Elle est comme un muscle, plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et cet entraînement commence tous les jours, à l'instant même où tu te réveilles. La première voix que tu entends le matin est celle qui décide si ta journée sera menée par la foi ou par la peur. Et cette voix, c'est la tienne. Elle peut être la voix de la précipitation, du doute, ou elle peut être la voix du calme, celle qui te rappelle ce qui compte vraiment. C'est pour cela que, dès que tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone ou de penser aux obligations, dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être quelque chose de simple, le lit dans lequel tu dors, l'air que tu respires, le toit au-dessus de ta tête. La gratitude est l'exercice le plus silencieux et le plus puissant de la confiance en soi, parce qu'elle change le point de focus de l'esprit. Elle t'apprend à regarder ce que tu as, pas ce qui manque. Et quand tu changes le focus, tu changes la fréquence de tes pensées et l'énergie avec laquelle tu vis. La plainte te retient dans ce qui manque. La gratitude te connecte à ce qui grandit. C'est comme changer la station de ta radio mentale. Plus tu t'accordes sur ce qui est bon, plus la clarté et le courage deviennent ton état naturel. Et plus tu restes dans cet état, plus tu gagnes de la clarté pour agir, de la légèreté pour affronter la journée et de la confiance pour décider. Pense à quelqu'un qui a perdu une opportunité et passe des jours à se punir, à dire « je ne fais jamais rien correctement ». Et pense à un autre qui vit la même perte, mais choisit de penser « maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois ». L'erreur est la même, mais l'un la transforme en fardeau, l'autre en outil. C'est ainsi qu'un esprit entraîné crée de la force à partir de la chute, non pas en niant la douleur, mais en tirant de la sagesse. Robin Sharma a écrit « Tu ne changeras jamais ta vie,
tant que tu ne changes pas quelque chose que tu fais tous les jours. Le secret du succès se trouve dans ta routine quotidienne. C'est l'essence même de l'entraînement de l'esprit. Quand tu commences la journée avec de la gratitude, tu donnes au cerveau un ordre, je suis aux commandes. Et à partir de là, tout répond différemment. Les décisions deviennent plus fermes, les mots plus conscients, et ton corps commence à obéir à ton esprit, pas à la peur. La confiance en soi ne vient pas d'ignorer les difficultés, mais de croire que tu as les ressources pour les traverser. Elle naît de l'habitude de diriger ta propre attention, de choisir ce que tu penses et ce que tu nourris en toi. La confiance n'est pas un cadeau de la vie, c'est un vote que tu renouvelles chaque matin, même quand le monde semble douter de toi. C'est l'engagement silencieux de te dire « je peux gérer ça ». Et gérer est le verbe de la confiance en soi. C'est pour cela pratique ce petit rituel chaque matin. 3 raisons de gratitude tous les jours. Avec le temps, tu vas t'en rendre compte. Plus tu reconnais ce que tu as, plus tu te sens capable de conquérir ce qui manque. L'esprit commence à te servir, pas à te saboter. Ce qui était doute devient décision, ce qui était peur devient mouvement. Cette pratique simple reprogramme ton cerveau. Tu apprends à voir l'abondance là où avant, tu ne voyais que du manque. Et quand l'esprit apprend à commencer la journée avec gratitude, tout ton corps commence à agir avec confiance, parce que l'esprit qui a confiance n'attend pas le bon moment, il crée le bon moment. Notre 6e leçon est « Intègre tes objectifs à ta façon de vivre ». Plus un objectif semble lointain, plus il est difficile de le rendre réel. Et la raison n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'appartenance. Le cerveau humain ne se mobilise vraiment que pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de sa propre identité. Une recherche de l'université de Princeton a montré que plus de 90% des gens ont du mal à économiser de l'argent. Non pas parce qu'ils ne savent pas comment faire, mais parce qu'ils n'arrivent pas à se voir dans l'avenir. Ils regardent le mois de demain comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Et le cerveau ne lutte pas pour quelqu'un qu'il ne reconnaît pas comme faisant partie de lui. Tu agis avec force quand tu sens que quelque chose t'appartient. C'est pour cela que les rêves lointains meurent et que les objectifs intégrés fleurissent. La différence entre le désir et le résultat est dans la sensation d'appartenance. Quand quelque chose est à toi, le cerveau ne négocie pas, il exécute. Tout ce que tu veux doit être ramené dans ta routine, dans ton langage, dans ton corps. Quand tu dis « mon objectif », il est encore loin, mais quand tu dis « cela fait partie de ma vie », le cerveau comprend que c'est maintenant et il commence à aligner le présent avec cette idée. Pense à quelqu'un qui veut transformer son corps, mais continue de dire « un jour, je commencerai à m'entraîner ». Maintenant, pense à celui qui dit « je suis quelqu'un qui s'entraîne, même fatigué ». Le premier vit dans le champ de l'intention, le second dans celui de l'identité. Et c'est pour cela que l'un reste désirant et que l'autre évolue. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être pour commencer. Tu dois commencer pour devenir. Répète ceci. Plus tu te rapproches mentalement de ton futur, plus vite il devient présent. Chaque jour, déclare à voix haute ce que tu veux construire, pas comme une demande, mais comme un fait qui t'appartient déjà. Dis, j'ai un esprit fort et discipliné. Tout ce que je touche s'améliore. Je suis capable de réaliser ce que je décide. Peu importe si au début tu n'y crois pas, l'esprit humain apprend par répétition et le cerveau ne distingue pas l'imagination de la réalité quand il reçoit la même information souvent. Répète avec conviction et ton esprit commencera à accepter. Quand ton esprit accepte, ton corps exécute. Comme disait William James, père de la psychologie moderne, crois que l'action est possible et tu créeras les conditions pour qu'elle se réalise. C'est ça, la force de l'appartenance. Tu n'attends pas que le futur arrive, tu le rapproches, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de ta vie maintenant. Écris dans les commentaires « J'appartiens déjà à la vie que je construis ». Et comprends ceci, ce n'est pas seulement pour commenter, c'est pour déclarer quelque chose en toi. Quand tu écris, tu donnes forme à l'idée, tu plantes une graine dans ton inconscient et tu crées un point de départ réel. À cet instant, tu n'es pas seulement en train de taper des mots, tu es en train de dire à ton esprit que le contrôle est revenu entre tes mains. Et quand l'esprit comprend cela, la vie commence petit à petit à obéir. Numéro 7. Ne laisse pas n'importe quoi entrer dans ton esprit. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends et lis entre comme une graine. Certaines fleurissent,
d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes ta journée entière à te nourrir de nouvelles négatives, de comparaisons sur les réseaux sociaux ou de conversations pleines de drames, il n'est pas surprenant que ton esprit termine la journée épuisé et confus. Ce qui entre constamment en toi commence petit à petit à façonner ce qui en sort. Il est impossible de cultiver la paix avec la tête plongée dans le bruit. Les gens prennent soin de leur corps avec attention, choisissent ce qu'ils mangent, font du sport, mais laissent leur esprit ouvert à n'importe quel type de déchets émotionnels. Tu ne laisserais jamais quelqu'un déverser des ordures dans ta maison, mais tu permets qu'on déverse du pessimisme dans ton esprit tous les jours. Il suffit d'observer combien de fois as-tu ouvert ton téléphone et en quelques minutes, tu étais déjà irrité, anxieux ou en train de comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du conditionnement. Ce que tu consommes détermine ce que tu ressens, et ce que tu ressens détermine ce que tu fais. Filtrer ce que tu consommes n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui entre par les yeux et les oreilles devient une pensée, et que la pensée devient un comportement. Quand tu t'entoures de personnes et de contenus qui élèvent, tu commences à penser mieux, agir mieux et décider mieux. Mais quand tu vis au milieu des plaintes et du drame, tu commences à confondre agitation avec intensité et bruit avec vie. C'est pour cela, choisis bien les voix que tu écoutes, les contenus que tu suis, les conversations que tu nourris. Comme l'a dit Eckhart Tolle, la pollution n'est pas seulement dans les rues, elle est aussi dans l'esprit humain. Et il avait raison. L'excès d'information, de drame et de comparaison est une forme de pollution mentale, et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par respirer ça tous les jours. Éteindre ce qui te contamine n'est pas de la faiblesse, c'est de l'hygiène mentale. Éviter certaines personnes ou certains sujets n'est pas de l'arrogance, c'est du soin de soi. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez fort pour tout entendre, seulement assez sage pour ne pas laisser tout entrer. Prends soin de ton esprit, comme tu prendrais soin d'un jardin. Arrache les mauvaises herbes du pessimisme, arrose les bonnes graines de la clarté et laisse le silence devenir ton engrais. Parce qu'au fond, ce qui pousse en toi est exactement ce que tu choisis de laisser entrer. Et ce que tu laisses entrer aujourd'hui sera ce qui commandera ton esprit demain. Numéro 8. Laisse enfin ta grandeur apparaître. Tu es né avec 2 pouvoirs immenses, mais la plupart des gens passent leur vie sans s'en rendre compte. L'imagination et la créativité. Ces forces ne sont pas des dons réservés aux artistes, aux écrivains ou aux génies. Ce sont des outils naturels de l'être humain, des graines que tout le monde porte, mais que peu arrosent. La créativité est la capacité de voir une porte là où il n'y avait qu'un mur. C'est le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en quelque chose de faisable, et ce qui semble confus en clarté. Chaque fois que tu trouves une sortie au milieu du chaos, tu es en train de créer. Chaque fois que tu résous un problème avec peu de ressources, tu innoves. Tu es créatif chaque fois que tu refuses d'accepter qu'il n'y a pas de sortie. Pense à quelqu'un qui a perdu son emploi et qui, au lieu de se laisser abattre, commence à vendre quelque chose de simple, à apprendre une nouvelle compétence, ou à créer une alternative que personne n'avait encore tentée. Cette personne ne s'en rend peut-être pas compte, mais à ce moment-là, elle utilise le même pouvoir qui construit des entreprises, des livres et des inventions. La capacité d'imaginer un chemin quand tout le monde ne voit qu'une impasse. L'esprit créatif n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Le problème, c'est qu'avec le temps, l'esprit se fait dompter par la peur de se tromper. Tu commences à penser dans des boîtes que tu n'as même pas créées. Tu apprends à répéter des formules, à douter de ton intuition, et tu oublies que l'imagination est l'outil le plus puissant qui existe pour changer le cours de ta propre vie. Albert Einstein disait « L'imagination est plus importante que la connaissance. Parce que la connaissance montre ce qui existe déjà, mais l'imagination crée ce qui n'existe pas encore. Elle est le pont entre ce que tu as et ce que tu veux construire. Un esprit créatif ne se limite pas aux circonstances, il les redessine. Et plus tu l'exerces, plus tu deviens libre, parce que tu découvres que la réalité n'est pas un mur fixe. C'est un terrain ouvert qui attend une nouvelle manière d'être vu. Un esprit fort crée des chemins là où les autres ne voient que des murs. Et c'est ce pouvoir-là que tu dois te rappeler que tu possèdes, le pouvoir de transformer la pensée en direction et la direction en résultat.
Toute grande transformation commence quand quelqu'un ose imaginer quelque chose de différent et décide d'agir, même sans savoir exactement comment. Alors, n'attends pas l'inspiration, crée le mouvement. Chaque fois que tu imagines une solution, une idée, une nouvelle manière d'agir, agis. L'action est le pinceau qui transforme l'imagination en réalité. C'est le moment où l'esprit arrête de seulement rêver et commence à construire. Et quand tu commences à agir à partir de ton propre esprit, la vie cesse d'être une répétition et devient une création continue. Parce que l'esprit qui crée ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Et celui qui apprend à utiliser ce pouvoir ne se sent plus jamais limité, parce qu'il comprend qu'à l'intérieur de lui, il existe toujours un chemin de plus. Numéro 9. Aujourd'hui, prends la décision de croire en toi. Tout change quand tu décides de croire en toi, pas après que les choses commencent à fonctionner, mais avant. Le véritable tournant commence quand, même sans preuve, tu choisis d'agir comme quelqu'un de capable. Parce que croire, ce n'est pas attendre la confirmation du monde, c'est construire cette confirmation en toi, brique après brique, action après action. Un esprit victorieux ne naît pas du hasard, il naît de la pratique. Jour après jour, tu renforces ce muscle invisible qui te soutient quand plus personne ne croit en toi. La chance n'apparaît pas, elle se crée, pas à pas, entre les mains de ceux qui ne renoncent pas. La vie n'a jamais été une ligne droite, nous traversons tous des périodes sombres. J'ai vécu les miennes, il y a eu un temps où je n'avais pas d'argent, pas de direction. Je dormais dans un petit appartement vide. Mais en moi, il y avait une étincelle, une toute petite espérance. Et cela a suffi pour commencer. C'est là que j'ai compris quelque chose qui change tout, le pouvoir du dialogue intérieur. Ce que tu te dis quand personne ne t'entend est ce qui détermine la direction de ta vie. Écoute bien, les mots que tu répètes en silence ont plus de force que n'importe quel conseil. Si, en te trompant, tu te dis « je suis inutile », ton esprit enregistre cela comme une vérité. Mais si tu te dis « cela fait partie du processus, je vais m'améliorer », il commence à te reprogrammer. Et peu à peu, la confiance revient, la force revient, la foi en toi renaît. Tu n'as pas besoin de croire pleinement en toi dès le premier jour. Tu dois seulement arrêter de t'attaquer. La confiance en soi n'est pas un cri de victoire. C'est un murmure qui se répète jusqu'à devenir conviction. Le véritable pensée positive, ce n'est pas nier le négatif, c'est le réinterpréter. C'est prendre le poids et le transformer en entraînement. C'est regarder le passé et y voir des leçons là où il n'y avait que de la douleur. Prends une feuille de papier et écris 3 moments difficiles que tu as vécus. Pour chacun, note ce que tu as appris. Peut-être que tu as perdu un emploi, mais tu as appris à être plus résilient. Peut-être que tu as été rejeté, mais tu as découvert que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Cet exercice transforme le passé en sagesse. Il montre que même dans les jours les plus sombres, la vie te préparait à briller avec plus d'intensité. Comme le disait Viktor Frankl, lorsque nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et c'est exactement cela, la foi en soi. La décision de continuer à grandir, même quand rien, dehors, ne semble te soutenir. Crois en toi quand il n'y a encore aucun résultat. Crois en toi quand personne ne voit ton effort. Parce que c'est dans cette phase invisible que la véritable force se forme, dans le silence, dans la fatigue, dans l'insistance. Crois en toi, même sans garantie, même sans applaudissements. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent de sentir la confiance, elle récompense ceux qui agissent jusqu'à ce que la confiance apparaisse et ceux qui persévèrent jusqu'à ce que l'impossible commence à céder. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un autre angle, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire la force intérieure. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes arrivent à parler avec n'importe qui, n'importe où, comme si c'était quelque chose de totalement naturel, tandis que d'autres bloquent même pour lancer une simple conversation? Ce n'est pas du charisme, ce n'est pas un talent secret, ce n'est pas un don. C'est de la technique, c'est de la pratique, c'est de la compréhension. Et toute technique peut s'apprendre. Aujourd'hui, ici avec toi, je vais te montrer comment maîtriser cette capacité. Tu vas découvrir 7 fondements stoïciens de communication, des principes simples qui transforment une conversation ordinaire
en quelque chose qui crée de la connexion, du respect et de la présence. Et non, ça n'a rien à voir avec mémoriser des phrases toutes faites ou jouer une personnalité qui n'est pas la tienne, bien au contraire. Il s'agit de retrouver la manière la plus humaine de parler, avec attention, sincérité et intention. Les stoïciens comprenaient cela profondément. Le plus impressionnant, c'est que même après 2000 ans, leurs paroles continuent de fonctionner, continuent d'apporter de la clarté, continuent d'enseigner comment mieux se relier au monde et aux autres. Quand tu apprends ces fondements, tout change. Tes conversations deviennent plus légères, tes relations deviennent plus solides, et ta confiance en toi grandit d'une manière que tu n'as peut-être jamais connue. C'est comme avoir une boussole dans n'importe quel échange. Tu sais où aller, ce qu'il faut observer et comment conduire la conversation. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être expansif. Tu n'as pas besoin d'être celui qui parle le plus, ni d'être le centre de l'attention. Tu as seulement besoin de comprendre les principes que je vais te montrer maintenant. Et quand tu comprends ces principes, quelque chose change en toi. Tu arrêtes de chercher l'approbation, et c'est justement à ce moment-là que les gens commencent à te remarquer. Avant de commencer, la meilleure façon de soutenir mon travail est d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager. Maintenant, on commence. Principe 1. Qu'est-ce que cela a représenté pour toi? Il existe des questions qui ouvrent des portes, et il existe des questions qui ouvrent les personnes, et celui qui apprend à faire partie de la deuxième catégorie n'a plus de conversation superficielle, parce qu'il découvre que la connexion ne naît pas de la quantité de mots, mais de la qualité des questions. Imagine la scène, tu es en train de parler avec quelqu'un et tu poses les habituels « Alors, ça va ?» ou « Comment s'est passée ta journée ?» La réponse vient automatiquement, presque sans réfléchir. « Ça va. C'était chargé. Normal. » Et la conversation s'arrête là, non pas parce que la personne ne veut pas parler, mais parce que tu ne lui as pas donné une vraie chance de se montrer. Ces questions sont sûres, mais elles restent en surface, elles ne créent pas de profondeur, elles ne créent pas de chaleur, elles ne créent pas de lien, elles font seulement bouger l'air. Maintenant, imagine une autre attitude, la même personne, le même contexte, le même moment. Mais tu poses une question différente, une question qui ne demande pas de performance, seulement de la sincérité. Une question qui invite et qui ne met aucune pression. Tu dis calmement « Qu'est-ce qui occupe ta tête en ce moment ?» Ou alors « Qu'est-ce que ça a représenté pour toi ?» Ou encore « Quelle a été la partie la plus difficile pour toi ?» Et soudain, quelque chose change dans l'expression de la personne. Elle respire, elle réfléchit, elle cherche la réponse en elle, et non pas à l'extérieur. C'est ça, la différence. Les questions profondes ramènent l'autre vers l'intérieur, puis le ramènent vers toi de façon plus authentique. Les gens ne se souviennent pas d'une conversation pour les informations échangées. Ils se souviennent de ce qu'ils ont ressenti, et quand quelqu'un sent qu'il peut s'ouvrir avec toi, le lien naît à cet instant. Dale Carnegie disait que les conversations les plus mémorables sont celles où tu fais l'autre parler de ce qui compte vraiment pour lui, non pas parce que tu veux avoir l'air intéressé, mais parce que tu t'intéresses réellement à ce qui se cache derrière les mots. Et Sénèque complète cette vision avec encore plus de profondeur. Personne n'ose regarder à l'intérieur de soi, mais tout le monde souhaite être vu. Et c'est exactement ce que font les questions intelligentes. Elles aident l'autre à se voir, pendant que tu le vois avec lui. Mais il y a un détail important. Les questions profondes ne sont pas des interrogatoires. Elles ne servent pas à enquêter ni à forcer une intimité. Elles servent à ouvrir un espace. Et l'espace est tout ce qu'une conversation demande pour s'épanouir. Quand tu demandes « Comment ça t'a touché ?» ou « Qu'est-ce que tu en as appris ?» Tu n'es pas en train d'envahir. Tu es en train de dire « Je peux t'accompagner de l'intérieur si tu veux bien m'y emmener. » Ce type de question demande du courage parce qu'il demande de la présence. Et il demande que tu sois prêt à entendre des réponses sincères, brutes, humaines. Mais c'est justement pour cela qu'elle crée un type de connexion qui ne se défait pas. Les stoïciens disaient que la vraie sagesse naît quand nous apprenons à comprendre non seulement nos émotions, mais aussi celles des autres. Et les questions profondes sont des outils de compréhension, non pas parce qu'elles donnent les bonnes réponses, mais parce qu'elles révèlent des vérités qui étaient cachées. Au final, tu vas réaliser quelque chose de simple et de puissant. Les meilleures conversations de ta vie ne sont jamais nées de phrases toutes faites.
Elles sont nées de questions qui ont demandé à l'autre de montrer un morceau de lui-même. Et quand une personne sent qu'elle peut montrer ce morceau sans peur, sans jugement et sans précipitation, elle se souvient de toi, avec une tendresse qui ne s'explique pas. Elle se ressent. Les questions qui ouvrent le cœur créent des liens invisibles. Et les liens invisibles sont les seuls qui durent vraiment. Principe 2. J'aimerais en savoir plus à ce sujet. 5 mots simples, mais quand ils sont dits avec présence, ils deviennent l'une des attitudes les plus puissantes de toute communication humaine. Imagine la scène. Quelqu'un commente en passant, en tenant une tasse de café, « J'ai commencé à courir le matin ». Ce n'est qu'un détail presque lâché dans l'air, mais c'est précisément dans ce genre de détail qu'une conversation peut naître ou mourir. Parce que la réponse habituelle est souvent automatique. « Ah oui, moi aussi j'ai essayé de courir, tu sais. D'ailleurs, j'ai même acheté une super paire de baskets. » Et quand tu te rends compte, tu es déjà en train de parler de ton application de course, de ton chrono, de tes performances, de ta routine, et la porte qu'elle avait ouverte se referme doucement, comme si tu avais traversé la conversation pour retourner dans ton propre monde, comme si tu avais quitté son univers pour retourner directement dans le tien. Ça ressemble à une conversation, ça ressemble à de l'enthousiasme, ça ressemble à de la connexion, mais ce n'est pas ça. C'est une compétition de projecteurs, c'est l'instinct de vouloir montrer quelque chose sur soi, c'est l'angoisse de remplir le silence avec sa propre histoire. L'autre personne t'offrait une petite fenêtre pour entrer dans son monde, mais au lieu de passer la fenêtre, tu as tiré le rideau et tu es revenu dans ton propre décor, et la conversation perd alors son éclat, sa profondeur, sa vérité. Maintenant, imagine une autre posture. Elle dit « J'ai commencé à courir le matin » et tu réponds simplement « J'aimerais en savoir plus là-dessus » et tu n'ajoutes rien, tu ne cherches pas à t'égaliser, tu ne cherches pas à avoir l'air compétent, tu ne transformes pas l'expérience d'autrui en tremplin vers la tienne. Ce n'est pas une phrase magique, c'est une attitude. C'est toi laissant de l'espace. C'est toi disant avec une vraie curiosité « Montre-moi ce qu'il y a là-dedans ». Tu ouvres simplement un terrain fertile pour que la conversation puisse s'épanouir. Parce qu'à cet instant précis, le centre de la conversation n'est pas toi. C'est le monde qu'elle vient de révéler, simplement, sans s'en rendre compte. Et ce type d'écoute n'est pas passive, elle est active, elle est mûre. C'est une forme d'attention qu'on ne voit pas tous les jours. Et c'est exactement là que la magie opère. Les gens passent leur vie entière à attendre quelqu'un qui les écoute vraiment. Quelqu'un qui veuille réellement comprendre ce qu'il y a derrière une phrase simple. Quelqu'un qui s'intéresse non pas au sujet, mais à la signification personnelle que ce sujet porte pour eux. Quand quelqu'un rencontre enfin cela, tout change. Le regard s'adoucit, le corps se détend, la voix devient plus vraie. Épictète disait « Nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Ce n'était pas une jolie métaphore, c'était une orientation pratique, une sagesse pour le quotidien. Quand tu écoutes avec un véritable intérêt, quelque chose change dans l'air. La personne se relâche, les épaules tombent, la respiration ralentit, le regard retrouve de l'éclat. Et c'est là que naît la vraie connexion, lorsque l'autre se sent compris et non analysé, vu et non corrigé, entendu et non simplement toléré. L'écoute authentique crée de la confiance, parce qu'elle fait les gens se sentir intéressants à tes côtés, et au fond, quand quelqu'un quitte une conversation en pensant « je me suis senti intéressant en parlant avec lui », cette personne revient. Elle revient toujours, parce que tu as offert quelque chose de rare. La présence. L'écoute authentique n'est pas une technique, c'est de la maturité. C'est le courage de faire taire son propre ego pendant un instant pour voir l'univers qui vit dans l'autre. Et cela est bien plus puissant que n'importe quelle tentative d'impressionner. Les stoïciens parlèrent de rester présent, comme un entraînement quotidien de l'attention, comme la discipline de garder l'esprit dans l'instant exact où la vie se passe. Et c'est ce qui distingue celui qui parle pour parler de celui qui parle pour se connecter. Être présent, c'est être entier. C'est offrir à l'autre quelque chose que presque personne n'offre, un espace sûr, clair, silencieux, où il peut exister sans hâte, sans compétition, sans peur de ne pas être suffisant. Voilà pourquoi j'aimerais en savoir plus là-dessus. N'est pas juste une phrase, c'est une décision. La décision de suspendre le jugement, de mettre ton propre monde intérieur en pause et d'ouvrir un espace pour l'univers qui se trouve devant toi. Et quand tu fais cela,
Quand tu restes présent pendant que l'autre se révèle, tu découvres quelque chose que les stoïciens savaient très bien. Écouter est une forme d'amour pour la vérité, parce que c'est à travers l'écoute que nous voyons qui l'autre est vraiment, et c'est à travers elle que nous voyons qui nous sommes en train de devenir. C'est dans le silence attentif, dans la calme présence, dans la curiosité sincère, que la communication cesse d'être un échange de mots et devient une rencontre. Et les rencontres, quand elles sont vraies, changent la vie. Principe 3. Ça a l'air difficile. Ces mots changent complètement la façon dont quelqu'un se sent à tes côtés. Et, curieusement, presque personne ne les utilise. Imagine ceci. Tu es en train de parler avec quelqu'un de proche, et la personne commence à se confier « J'essaye de gérer le travail, la maison, et en plus de m'occuper de ma mère, mais il y a des jours où je n'y arrive tout simplement pas. » La plupart du temps, la réponse automatique fait partie de celle-ci. « Mais tu as essayé d'organiser ta routine autrement. » Quand ça m'est arrivé, moi j'ai fait comme ça. Tu dois apprendre à mieux gérer tout ça. Ça ressemble à de la préoccupation, mais ça fait mal comme un jugement. Parce que la personne ne voulait pas de solution, elle voulait être vue. Et chaque fois qu'on essaie de réparer trop vite la douleur de quelqu'un, on crée cette sensation qu'il ne s'en sort pas assez bien. Maintenant, imagine une autre attitude. La même personne se confie, avec la même voix fatiguée, le même poids dans le regard. Et tu réponds simplement « ça a l'air difficile ». Pas pour minimiser, pas pour dramatiser, pas pour dire oui à tout, mais pour reconnaître que cette personne traverse quelque chose de réel. À cet instant précis, quelque chose d'important se passe. Son corps se relâche, la respiration change, parce que ce qu'elle a trouvé là, ce n'est pas quelqu'un qui veut réparer, mais un refuge, un port sûr, quelqu'un qui ne cherche pas à arracher la douleur trop vite, quelqu'un qui offre de l'accueil au lieu de la précipitation. Valider, ce n'est pas résoudre, c'est reconnaître l'humanité. Marc Aurèle disait « Sois indulgent avec les autres et exigeant avec toi-même ». Mais la plupart font l'inverse, exigent trop des autres et s'excusent trop auprès d'eux-mêmes. Quand tu valides la douleur de quelqu'un sans la corriger, tu crées un espace rare, presque sacré, où la personne peut être vulnérable sans craindre d'être vue comme faible ou incapable. C'est dans cet espace que les émotions se réorganisent, que la clarté revient, que ce qui semblait impossible devient supportable. Et le plus curieux, c'est que quand quelqu'un se sent vraiment compris, il se renforce tout seul, parce que le poids émotionnel ne diminue pas avec des solutions, il diminue avec de la présence. Ça a l'air difficile n'est pas une technique, c'est une façon de dire « je te vois, je vois ce que tu portes, et tu n'es pas seul dans cet instant ». Les stoïciens comprenaient que porter son propre poids est déjà suffisamment ardu. Personne n'a besoin de porter aussi les attentes de quelqu'un d'autre. Et valider la souffrance de quelqu'un ne veut pas dire être d'accord avec tout. Cela veut dire reconnaître qu'il y a une personne là, traversant quelque chose qui a la taille de sa propre vie. Au final, les relations les plus profondes ne sont pas faites de conseils, elles sont faites de présence. Et celui qui apprend à valider, apprend à aimer d'une manière mûre, sans hâte, sans imposition, sans essayer d'effacer ce qui doit encore être regardé. Quand tu dis « ça a l'air difficile », tu ne résous pas le problème de l'autre, tu lui rends la dignité de ne pas devoir être fort tout le temps, et cette dignité est souvent ce qui lui donne enfin la force de continuer. Principe 4. Je ne sais pas. 3 mots simples. Mais quand ils sont dits avec calme, ils révèlent une force que très peu de personnes ont le courage de montrer. Imagine la scène. Tu es en train de parler avec quelqu'un au travail, discutant de choses banales de la journée, jusqu'au moment où la personne te dit « J'essaie de comprendre un peu mieux le domaine des finances, tu sais comment fonctionne ce truc de revenu fixe ?» C'est une question simple, mais elle déclenche chez beaucoup de gens une alarme interne. La peur de paraître ignorant, l'angoisse de ne pas être à la hauteur, ce besoin presque automatique de paraître préparé. Et là, commencent les réponses improvisées. Je m'y connais un peu. J'ai déjà lu quelques trucs. Je ne suis pas expert, mais... Pendant que la personne parle, tu sens le malaise monter, des phrases hésitantes, essayant de paraître sûres, des mots qui sonnent comme une explication, mais qui ne sont rien d'autre qu'une tentative de cacher la crainte. C'est comme si la personne se battait contre un silence qui semble trop dangereux pour être laissé exister. Mais maintenant, imagine une autre attitude. La même question. Tu sais comment ça marche ?
Et toi, tu réponds sans hésiter, sans te justifier, sans te sentir inférieur. Je ne sais pas. Juste ça. 2 mots simples, clairs, entiers. Ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la présence. Et l'espace change immédiatement. L'autre se détend, le poids social disparaît, et la conversation cesse d'être une scène où chacun essaie de se prouver quelque chose. D'un coup, vous êtes sur le même niveau. Et c'est exactement ça qui crée la confiance. Il y a des personnes que tu écoutes, et dès les premières phrases, tu sais qu'elles ne sont pas en train d'essayer de paraître quelque chose. Elles sont, simplement, et cette transparence les rend paradoxalement plus fortes que n'importe quelle tentative d'exhiber du savoir. Socrate disait « Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Ça n'était pas un artifice rhétorique, c'était une forme de liberté, parce que celui qui admet ne pas savoir s'ouvre à l'apprentissage, tandis que celui qui doit constamment faire semblant reste prisonnier de sa propre image. Les stoïciens voyaient cette humilité non pas comme une soumission, mais comme de la lucidité. La lucidité de reconnaître que personne ne perd de valeur en admettant son ignorance. Au contraire, on gagne du respect. Parce que l'honnêteté transmet de la sécurité, et la sécurité crée du lien. Quand tu dis « je ne sais pas » avec présence, la personne en face sent qu'elle est devant quelqu'un de réel, pas quelqu'un qui essaie d'impressionner, pas quelqu'un qui cherche à dominer la conversation, mais quelqu'un qui est là, pleinement, consciemment, sincèrement. Et, dans ce type d'échange, apparaît un terrain fertile pour apprendre, poser des questions, explorer. Le dialogue devient léger, humain, authentique, et la relation grandit sans effort. Le « je ne sais pas » n'est pas une technique d'humilité. C'est une posture, c'est l'ego qui s'incline pour laisser entrer la vérité. C'est la maturité qui reconnaît qu'il n'y a aucun problème à ne pas avoir toutes les réponses. Au bout du compte, admettre que tu ne sais pas est un acte de courage, parce que c'est une manière de dire « je n'ai pas besoin d'être parfait pour être présent ». Et cette liberté-là, beaucoup la cherchent toute leur vie, mais très peu ont le courage de la pratiquer. Principe 5. Le silence. L'espace le plus redouté dans une conversation et, en même temps, le plus puissant. Imagine la scène. Vous êtes assis à une table avec quelqu'un, peut-être dans un café ou dans une pièce tranquille, et après un bref échange de paroles, apparaît ce petit intervalle où personne ne dit rien. 1 seconde, 2 secondes, 3, et aussitôt naît l'inquiétude. La main attrape le téléphone, la jambe balance. L'esprit cherche désespérément n'importe quel sujet pour remplir le vide. Et alors commencent les phrases lancées au hasard. « Ah, et j'ai repensé à un truc. » Enfin, comme je disais, ou encore des rires nerveux qui n'ont leur place nulle part. Tout cela pour empêcher le silence, comme s'il s'agissait d'un ennemi à abattre. Mais imaginez maintenant une autre attitude. La même table, la même pause, le même intervalle entre une phrase et la suivante. Et, au lieu de vous précipiter pour combler l'espace, vous restez simplement là, vous respirez, et vous demeurez présent. Vous ne fuyez pas, vous ne cherchez pas des mots pressés, vous n'essayez pas de recoudre des pensées qui ne sont même pas encore nées. Vous reposez simplement un instant dans l'espace qui existe entre une phrase et une autre. Et soudain, le silence cesse d'être un malaise et devient présence. Et l'autre personne le sent, parce qu'il y a quelque chose de profondément humain dans le fait d'être proche de quelqu'un qui ne craint pas le vide, qui n'a pas besoin de bruit pour se sentir exister, qui arrive à soutenir le moment sans s'y perdre. Le silence révèle une force discrète, la force de celui qui n'a rien à prouver, la force de celui qui est en paix avec lui-même, de celui qui ne passe pas son temps à lutter contre sa propre tête. Sénèque disait « Le silence est une leçon apprise au prix de nombreuses souffrances. » Et il avait raison, parce que le silence exige ce que peu de gens entraînent, la maturité émotionnelle. Quand vous devenez quelqu'un d'à l'aise avec le silence, vous transmettez quelque chose de rare, la stabilité. Et la stabilité, c'est irrésistible. Les gens se détendent, la conversation s'approfondit et l'atmosphère change. Parce que le silence crée de l'attente. Il donne du poids à ce qui va être dit, il permet à la parole de naître au bon moment, non comme une fuite, mais comme une vérité. Le silence est le terrain où les gens finissent enfin par montrer qui ils sont. C'est là que le trac apparaît, que l'anxiété respire, que l'authenticité surgit. Et quand vous n'essayez pas d'y échapper, vous devenez quelqu'un de sûr, non seulement pour vous-même, mais aussi pour les autres. Les stoïciens comprenaient
que la maîtrise de soi commence par la maîtrise de l'esprit, et le silence est le miroir où l'on voit exactement ce que l'on porte en soi. Ceux qui ne supportent pas le silence, souvent, ne se supportent pas eux-mêmes. Mais ceux qui l'embrassent y trouvent une force. Au fond, le silence n'est pas une absence, c'est un espace. Un espace pour que la conversation respire, un espace pour que la vérité apparaisse, un espace pour que l'autre se sente bien à vos côtés. Quand vous apprenez à soutenir le silence, vous découvrez qu'il n'interrompt pas la conversation, il l'approfondit. Et très souvent, il dit exactement ce que les mots n'arrivent pas à dire. Principe 6. J'admire ton caractère. 4 mots rares. Pas parce qu'ils sont difficiles à dire, mais parce qu'ils exigent un type de regard que le monde moderne a désappris à cultiver. Le regard qui voit la personne au-delà de l'utilité, au-delà du geste, au-delà de ce qu'elle fait. Imagine la scène, tu es avec quelqu'un qui t'aide toujours, qui fait toujours de son mieux, qui est toujours présent, au travail, dans l'amitié, dans la famille. Un jour, cette personne te rend encore un service et tu réponds avec l'automatique « merci ». C'est juste, c'est poli, c'est nécessaire, mais parfois c'est peu. Parce que le merci reconnaît l'action et pas forcément l'être. Et c'est exactement là que beaucoup de relations perdent en profondeur. Pas parce qu'il manque de l'amour ou du respect, mais parce qu'il manque de la présence, il manque une pause. Il manque cette reconnaissance plus intime qui dit « je vois qui tu es ». Maintenant, imagine une autre attitude, la même personne, le même geste, le même moment. Mais au lieu de simplement dire « merci », tu regardes la personne dans les yeux pendant une seconde et tu dis calmement « j'admire ton caractère ». C'est différent, c'est plus grand, c'est plus humain. Parce que « j'admire ton caractère » ne parle pas de ce que la personne a fait, ça parle de ce qu'elle est quand elle le fait. Ça n'applaudit pas l'action, ça honore l'intention, ça ne reconnaît pas la fonction, ça reconnaît qui la personne est. Et personne ne reçoit cela avec indifférence. Il y a une forme de silence qui naît sur le visage de l'autre quand il comprend qu'il n'est pas évalué mais vu. Comme si quelque chose en lui respirait un instant, soulagé, comme si enfin un morceau de son existence avait été reconnu pour de vrai. Marc Aurèle, dans ses pensées, avait l'habitude de réfléchir aux vertus de ceux qui marchaient à ses côtés et de remercier intérieurement pour la bonté, pour la fermeté, pour la patience, pour la loyauté qu'il voyait en chacun. Il comprenait que respecter l'autre n'est pas de la flatterie, c'est de la clarté. C'est voir la lumière que l'autre porte avant de voir le bénéfice qu'il produit. Mais cette phrase demande du soin. Dite trop souvent, elle perd sa force. Dite sans âme, elle sonne faux. Dite au mauvais moment, elle devient une technique. J'admire ton caractère doit naître du bon endroit. Cet espace silencieux où tu perçois vraiment la valeur de la personne, même si elle n'est en train de rien faire d'extraordinaire. Quand elle est utilisée avec sincérité, elle crée des liens qui ne se rompent pas. Parce que les gens ne deviennent pas loyaux grâce au service qu'ils reçoivent, ils deviennent loyaux parce qu'ils se sont sentis vus dans leur humanité. Les stoïciens comprenaient qu'aucune vertu n'existe isolément. Et le respect véritable est une vertu silencieuse, parce qu'il exige de l'attention, de l'humilité et de la gratitude. Tu ne dis pas « j'admire ton caractère » pour récompenser quelqu'un, tu le dis pour l'honorer. Au fond, ce qui soutient les relations, ce ne sont pas les grands gestes, mais les petites reconnaissances. Et quand tu apprends à respecter quelqu'un pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il apporte, les liens cessent d'être des transactions et deviennent des rencontres. Et les rencontres véritables ont une marque inconfondable, elles demeurent. Principe 7. L'art de savoir dire non. Un mot court. Mais quand il est dit avec conscience, c'est la frontière qui sépare ceux qui vivent pour plaire de ceux qui vivent avec un vrai but. Pense à ça, quelqu'un t'envoie un message en disant « Tu peux m'aider 2 minutes ?» ou « Tu arrives à faire ça pour moi encore aujourd'hui ?» Tu regardes la demande. Tu sens ton corps s'alourdir. Tu réalises que tu es déjà fatigué, que tu as déjà trop de choses, que ça va te voler ta paix, mais la réponse sort automatiquement. Bien sûr, aucun souci, je vais m'arranger. Et juste après arrive ce goût amer de t'être trahi toi-même. Pas parce qu'aider serait mauvais, mais parce que ce oui n'est pas né de ta volonté, il est né de ta peur. Peur de paraître impoli, peur de décevoir, peur de perdre de l'affection, peur du conflit.
Et sans t'en rendre compte, tu commences à porter de petits poids qui ne sont pas les tiens, pendant que les tiens s'accumulent dans un coin de ta vie. Maintenant, pense à une autre attitude. Le même message, la même demande, la même pression silencieuse. Mais cette fois, tu respires profondément, tu observes ta limite interne et tu réponds calmement « non », sans dureté, sans longue justification et surtout sans remords. Juste une limite claire, dite avec tranquillité. À ce moment-là, quelque chose d'important se produit, non seulement chez l'autre, mais en toi. Ton corps se relâche, ton esprit s'éclaircit et ta valeur intérieure se réajuste. Parce que le non dit avec conscience n'est pas un mur, c'est un filtre. Il éloigne ce qui n'a pas de sens et préserve ce qui compte. Il cesse de favoriser ceux qui veulent seulement ta disponibilité et attire ceux qui respectent ton espace. Les stoïciens ont toujours enseigné que la maîtrise de soi, c'est dire non à ce qui affaiblit ton intégrité intérieure. Et Marc Aurèle insistait, si quelque chose n'est pas nécessaire, ne le fais pas. Simple, direct et profond. Mais le monde moderne a créé l'illusion que dire non est un acte d'égoïsme. Et c'est précisément pour ça que tant de gens vivent épuisés, parce qu'ils disent oui là où ils devraient protéger leur énergie, et disent non uniquement à eux-mêmes. La vérité, c'est que tu n'es pas fait pour être accessible tout le temps. Tu es fait pour être entier, et personne ne peut rester entier lorsqu'il est dissous dans des engagements qu'il n'a pas choisis. Le non crée du respect, non pas parce qu'il limite l'autre, mais parce qu'il te renforce. Les gens commencent à comprendre que ton oui a de la valeur, a du poids, a une intention, parce qu'il n'est pas automatique, pas compulsif, pas guidé par la peur. Et c'est frappant comme tout change lorsque tu apprends à dire non. Tu termines tes journées avec dignité, pas avec regret. Tu choisis avec plus de clarté. Tu te traites avec plus de sérieux. Tu te vois comme quelqu'un qui mérite la paix, pas seulement la productivité. Le non est une forme d'amour-propre que peu de gens ont le courage de pratiquer. C'est la voix mature qui dit « je respecte ma limite ». Et celui qui se respecte apprend au monde entier à le respecter aussi. Dire non n'éloigne pas les bonnes personnes, ça éloigne seulement les mauvaises. Et ça protège la partie la plus précieuse de toi, ta présence. La communication ne dépend pas des mots, elle dépend de la conscience. Tu peux avoir du vocabulaire, des histoires, des techniques, des expériences, mais rien de tout cela ne touche quelqu'un si ton esprit n'est pas présent. Les stoïciens comprenaient que la véritable influence naît du caractère, pas de la performance, naît de l'attention, pas de l'effort, naît du silence intérieur, pas de la précipitation à remplir le monde de bruit. Et c'est exactement ce que font ces 7 principes. Ils ne te transforment pas en quelqu'un de plus bavard, mais en quelqu'un de plus humain. Ils ne t'enseignent pas à contrôler la conversation, mais à laisser de l'espace pour qu'elle respire. Ils ne te rendent pas plus intéressant, ils te rendent plus entier. Et c'est ça qui attire. Parce que quand tu écoutes avec sincérité, les gens ont confiance. Quand tu assumes tes limites, ils se détendent. Quand tu reconnais la douleur, ils s'ouvrent. Quand tu soutiens le silence, ils se reposent. Quand tu apprécies vraiment, ils s'épanouissent. Quand tu dis non avec calme, ils te respectent. Et quand tu poses des questions qui ouvrent le cœur, ils se révèlent. Rien de tout ça n'est du faux semblant ou de la manipulation. C'est en réalité de la maturité, de la présence, ce genre rare d'attitude qui ne réclame aucun applaudissement, mais qui transforme l'atmosphère de n'importe quel endroit où tu entres. Les stoïciens ont toujours enseigné que la grandeur consiste à retirer ce qui est inutile, et c'est peut-être la plus grande leçon. Tu n'as pas besoin d'être extraordinaire pour créer une connexion, tu as juste besoin d'être entier. Quand tu fais taire ton ego, quand tu abandonnes la précipitation à prouver quelque chose, quand tu choisis d'écouter avant de parler, quand tu offres ton attention avant ton opinion, quelque chose change autour de toi. Les gens commencent à venir vers toi, non pas parce que tu parles bien, mais parce qu'à tes côtés, ils se sentent meilleurs. Et c'est ça qui construit des liens solides, des conversations profondes, des relations vraies. Ce n'est pas un talent, ni du charisme, ni un don. C'est la pratique quotidienne de rester présent avec toi-même, avec l'autre, avec la vie. Alors dis-moi dans les commentaires, lequel des 7 principes vas-tu pratiquer aujourd'hui ? Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir
et à construire une force intérieure. Tant que tu acceptes de vivre petit, l'insécurité va continuer à façonner ton monde. Elle apparaît dans ta façon de parler, dans ta façon de marcher, dans cette manière d'éviter ton propre regard dans le miroir. Et, au fond, tu sais que tu pourrais beaucoup plus. Tu n'as simplement pas trouvé le début du chemin. Et voici quelque chose que personne ne t'a dit clairement. Tu n'as pas besoin de continuer à vivre comme ça. L'insécurité n'est pas ton identité. C'est quelque chose que tu as appris. Et tout ce qui a été appris peut être désappris. Tu n'as pas besoin de régler toute ta vie aujourd'hui. Tu dois seulement arrêter de te traiter comme quelqu'un de faible. Parce que cette peur de ne pas être suffisant, cette pression silencieuse et cette habitude de trop t'expliquer, rien de tout cela ne te protège. Ça t'efface. Mais tout changement commence dans un instant simple. Parfois dans une phrase que tu décides de dire à toi-même. Parfois dans le moment sincère où tu admets « j'ai peur, mais j'y vais quand même ». C'est là que ta force revient. Le stoïcisme est clair. La peur ne disparaît pas. Tu décides simplement si elle conduit ou si elle accompagne. Et aujourd'hui, ici, maintenant, tu décides. Tu décides d'arrêter de regarder ta propre vie se dérouler. Tu décides de reprendre le contrôle. Tu décides de te faire confiance avant les garanties, parce que c'est ainsi que vivent ceux qui grandissent. Si cela a fait sens pour toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, j'assume ma force. C'est la clé qui ouvre le processus, le signe que tu es prêt à retrouver ce qui a toujours été à toi. À partir d'ici, tout commence à changer, parce que lorsque tu changes la manière dont tu te vois, tu changes tout ce que tu vis. Avant de commencer, la meilleure façon de soutenir mon travail est d'aimer cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager. Maintenant, on commence. Numéro 1. Pense d'une manière plus forte. L'insécurité ne naît pas de ce que tu vis, mais de la façon dont tu interprètes chaque situation. Pense à toutes les fois où tu as renoncé à essayer quelque chose de simple parce que tu croyais ne pas être prêt. À toutes les opportunités professionnelles que tu as refusées parce que tu pensais que c'était trop pour toi. À toutes les conversations importantes que tu as repoussées parce que ton esprit murmurait que tu allais te perdre. À toutes les fois où tu as évité de regarder quelqu'un dans les yeux parce que tu étais convaincu de ne pas être assez intéressant. Parfois, il suffit d'une phrase que tu répètes intérieurement. Je vais échouer. Je ne mérite pas. Je ne suis pas capable. Pour que toute ta vie commence à se construire sur cette image déformée que tu fabriques de toi-même. C'est exactement de cela qu'Épictète parlait lorsqu'il disait « Les vies ordinaires sont marquées par la peur de ne pas se croire capable lorsqu'on tente quelque chose de nouveau. » Cette peur silencieuse façonne ta manière d'agir avec tes enfants quand tu évites de montrer ta vulnérabilité parce que tu penses devoir paraître fort en permanence. Elle façonne aussi ton comportement avec ton partenaire quand tu ravales ce que tu ressens parce que tu crois que tes émotions vont gêner. Elle façonne ta carrière quand tu ne te présentes pas pour un meilleur poste parce que tu crois ne pas avoir ce qu'il faut. C'est pour cela que changer tes résultats demande d'abord de changer ton regard intérieur. Il ne s'agit pas de penser positivement, il s'agit de penser avec responsabilité. Il s'agit d'arrêter de répéter mentalement des étiquettes que tu as acceptées sans t'en rendre compte et de commencer à te voir comme quelqu'un capable de grandir, d'apprendre et de se renforcer. Il existe une petite phrase qui change tout. Ce que je pense de moi influence tout ce que je fais. Lorsque tu changes cette pensée, tes choix changent aussi, tes attitudes changent aussi et avec le temps, ta vie commence à répondre d'une manière différente. Épictète rappelait également que ce ne sont pas les choses qui nous blessent, mais le sens que nous leur donnons. Et lorsque tu apprends à te donner un nouveau sens, non pas de manque mais de potentiel, l'insécurité perd du terrain et la confiance commence à occuper l'espace qui était le sien. C'est ainsi que le véritable changement commence. Non pas quand le monde extérieur s'améliore, mais quand tu décides enfin de changer la manière dont tu penses à la personne que tu es dans le monde. Si cette leçon t'a parlé, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je change ma manière de penser. Parce que tout dans ta vie commence dans ton esprit et lorsque tu changes ce que tu penses de toi, tu changes ce que tu crois être capable de vivre. Numéro 2. Sors de la théorie et entre dans la pratique. Tous les imbéciles ont une chose en commun. Ils sont toujours en train de se préparer. Sénèque. Cette phrase décrit avec précision ce qui se passe quand l'insécurité domine ton esprit. Tu planifies, tu organises, tu révises, tu crées des stratégies, mais tu ne commences jamais. Parce que, au fond,
Planifier devient une manière élégante de repousser le risque, une cachette déguisée en responsabilité. Tu te dis que tu n'es pas encore prêt, que tu dois encore étudier, que tu vas commencer quand il y aura moins de pression. Mais à l'intérieur, tu sais que tu es simplement en train d'éviter l'inconfort d'agir. Cela apparaît quand tu passes des semaines à dire que tu vas retourner à la salle de sport, mais que tu attends toujours lundi. Quand tu te promets que tu vas remettre de l'ordre dans tes finances, mais que tu laisses ça pour quand le mois sera plus calme. Quand tu gardes l'envie d'entreprendre, mais que tu te convaincs que c'est mieux d'attendre un peu plus de stabilité. Quand tu évites d'avoir une conversation importante avec ton partenaire parce que ce n'est pas le bon moment. Quand tu passes des mois à repousser la mise à jour de ton CV parce que il manque peut-être encore quelque chose. Le problème, c'est que l'excès de préparation crée une fausse impression de sécurité. Parce que plus tu réfléchis, plus les peurs apparaissent. Et chaque détail que tu essaies de prévoir se transforme en une nouvelle raison d'attendre encore un peu. Sans t'en rendre compte, tu entres dans un cycle dangereux. Penser remplace agir, et imaginer remplace vivre. C'est ce que les philosophes appellent la paralysie par l'analyse, quand tu as tellement réfléchi au chemin que tu as oublié comment marcher. C'est exactement ce que montre le vieux poème anglais du dilemme de la centipède. Elle marchait naturellement, sans effort et sans peur, jusqu'à ce qu'un crapaud curieux lui demande comment elle coordonnait ses 100 pattes. En essayant d'expliquer, elle s'est mise à trop réfléchir, elle a tellement pensé à chaque pas que soudain, elle n'a plus réussi à en faire aucun. Elle marchait parce qu'elle faisait confiance au mouvement. Elle s'est bloquée parce qu'elle a commencé à ne faire confiance qu'à la pensée. Et c'est exactement ce qui t'arrive aussi. Quand tu penses trop avant d'agir, quand tu essaies de prévoir toutes les erreurs possibles, quand tu construis des scénarios d'échecs qui n'existent même pas, quand tu révises et planifies tellement que tu perds le courage simple que tu aurais si tu faisais juste le premier pas. L'esprit existe pour t'aider à agir, pas pour t'en empêcher, et le courage n'apparaît pas avant l'action. Il apparaît pendant l'action. C'est dans le mouvement que tu découvres que tu en sais plus que tu ne penses, que tu es capable de plus que tu ne crois, que la peur diminue quand tu décides de la traverser, pas quand tu essaies de la contrôler. L'insécurité se nourrit du report. La confiance se nourrit du mouvement. Et au moment où tu brises le cycle de la préparation excessive et que tu fais ce qui doit être fait aujourd'hui, tu retires la peur de son trône et tu reprends le commandement de ta propre vie. Si cette leçon t'a touché, écris dans les commentaires « Aujourd'hui j'agis ». Parce que quand tu agis, même de manière imparfaite, tu te prouves que tu ne vis plus en attendant que la vie commence. Tu es en train de vivre ta propre vie. Numéro 3. Quand ton idéal parle plus fort que ta peur, tu deviens inarrêtable. Une personne qui manque de confiance ne fige pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle n'a pas de direction. Quand tu ne sais pas ce que tu essaies de construire, n'importe quelle difficulté paraît immense, n'importe quelle opinion te atteint, n'importe quel défi te renverse, et la vie devient une suite de tentatives timides qui n'arrivent jamais à l'endroit où tu veux vraiment aller. Mais quand tu as un idéal clair, quand tu sais où tu vas, la peur cesse d'être un mur et devient simplement une ombre sur ton chemin. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour, en se rappelant le rôle qu'il avait à remplir en tant qu'être humain, parce qu'il comprenait que l'esprit ne reste ferme que lorsqu'il sait pourquoi il se bat. Et toi aussi, tu as besoin de cela. Pense à ton idéal comme à un phare, quelque chose qui t'appelle de loin, même les jours où tout semble couvert, même quand tu es fatigué, même quand tu as perdu ta motivation. Ce phare n'est pas un rêve vague, ni un plan parfait. C'est la vision de la personne que tu veux devenir. Et voilà quelque chose qui change tout. Imagine le dernier jour de ta vie. Qui veux-tu avoir été? Quelle qualité veux-tu avoir renforcée? Quel type de père, de mère, de partenaire ou de professionnel veux-tu regarder et te dire « j'ai fait de mon mieux » ? Veux-tu avoir été quelqu'un qui a fui les problèmes ou quelqu'un qui les a affrontés avec dignité? Veux-tu avoir vécu une vie guidée par la peur ou par le courage? Cet exercice, qui semble lourd, est en réalité libérateur. Il coupe l'excès, il clarifie la confusion, il montre ce qui compte et révèle avec précision ce qui mérite ton énergie et ce qui ne fait que te distraire. Quand tu définis cet idéal, chaque action cesse d'être aléatoire et devient une partie d'une construction. C'est comme monter une table. Tu ne prends que le matériel qui a du sens pour le projet, tu ne prends pas de bois qui ne correspond pas.
Tu n'achètes pas de pièces qui ne s'emboîtent pas. Tu ne portes pas de poids inutile. Tu choisis seulement ce qui construit. Dans la vie, c'est la même chose. Quand tu as un idéal clair, tu choisis mieux tes attitudes, tes mots, tes relations, tes limites, tes habitudes. Tu commences à agir comme quelqu'un qui construit un caractère, et pas seulement comme quelqu'un qui traverse la journée. Et quelque chose de puissant arrive. Ce qui te faisait peur avant commence à perdre de sa force. Le jugement des autres ne pèse plus autant. Le passé ne te retient plus autant. Les critiques ne te renversent plus, parce que tu comprends que tu ne vis pas pour plaire au monde. Tu vis pour honorer la personne que tu as décidé de devenir. Le but ne crée pas de l'anxiété. Le but crée une direction. Il t'empêche de te perdre, d'être manipulé, de te laisser prendre par les valeurs des autres. Il apporte une force silencieuse, la force de quelqu'un qui se réveille en sachant que chaque pas, même minuscule, est en train de construire quelque chose de réel. Quand ton idéal devient plus grand que ta peur, tu arrêtes enfin de fuir et tu commences à vivre. 4. Construis de la discipline tous les jours. Il y a quelque chose de presque magique dans la discipline. Elle fonctionne même quand tu n'es pas motivé, parce que la discipline ne dépend pas de ton humeur, elle ne négocie pas avec tes doutes et ne te demande pas si tu es inquiet. Elle exige simplement que tu fasses ce qui doit être fait, surtout les jours où ton esprit essaie de te convaincre d'arrêter. L'insécurité tente toujours de t'emmener vers le chemin le plus facile, celui de l'attente, du report, du « je commencerai demain », tandis que la discipline fait exactement l'inverse. Elle te ramène à la réalité et te rappelle que le progrès ne naît pas du ressenti, il naît de l'engagement. Une personne disciplinée n'agit pas parce qu'elle se sent forte, elle agit parce qu'elle a décidé d'être forte. Et cette décision apparaît dans les détails réels de la vie adulte. Quand tu te lèves à l'heure même, si ton corps réclame 5 minutes de plus, quand tu fais ton entraînement avec une envie zéro, quand tu gères tes finances même en te sentant anxieux, quand tu continues à étudier même après une journée épuisante, quand tu tiens ta parole même si personne ne te regarde. La discipline est cet acte silencieux d'autocontrôle qui coupe l'excès et ne garde que l'essentiel. Et la vérité est simple, quand tu es discipliné, l'insécurité perd de la place, parce que chaque petite action accomplie prouve, de manière concrète et quotidienne, que tu es capable de faire ce que tu as promis. Rien ne construit la confiance plus rapidement que la répétition constante de petits devoirs. C'est cela qui fait qu'une personne se sent stable, en sécurité et maîtresse de sa propre vie. Être discipliné, ce n'est pas être parfait, c'est être constant. C'est comprendre que la vie que tu veux dépend davantage des actions que tu répètes que des émotions que tu ressens. C'est assumer que ce n'est pas le « comment tu te sens aujourd'hui » qui définit ton destin, mais le « ce que tu fais malgré la façon dont tu te sens aujourd'hui ». Quand tu choisis la discipline, tu cesses d'être prisonnier de ta peur et tu deviens responsable de la personne que tu es en train de devenir. Parce que la discipline, c'est la liberté face à toi-même, à tes impulsions, à tes excuses et à ton insécurité. C'est cette force qui transforme des jours ordinaires en progrès réels. Et quand tu apprends à rester constant même dans les jours difficiles, tu découvres quelque chose qui change complètement ta vie. Tu es plus fort que ton humeur, plus stable que tes peurs et infiniment plus capable que tu ne l'imaginais. Numéro 5. Entraîne-toi jusqu'à ce que l'échec cesse de te faire peur. Personne ne naît prêt. Et toute personne qui aujourd'hui paraît sûre d'elle, compétente, expérimentée ou brillante a déjà été exactement là où tu es maintenant. Devant la première marche, avec le cœur qui s'accélère, avec des doutes sur elle-même et avec cette peur de se tromper. Et la seule différence entre elles et toi, c'est qu'elles ont décidé d'avancer quand même. La peur d'échouer n'est pas ce qui te paralyse. Ce qui te paralyse, c'est de croire que l'échec dit quelque chose sur ta valeur, comme si une erreur mettait en danger ton identité, ta dignité, ou le respect que tu aimerais obtenir. Mais échouer ne définit personne. Échouer fait simplement partie du chemin, c'est un ajustement naturel, une révision de trajectoire, comme lorsque tu utilises un outil pour la première fois, que tu réalises que tu ne maîtrises pas encore le geste, que tu ajustes, que tu recommences, que tu répètes, que tu te trompes, que tu réussis, et que, peu à peu, tu découvres comment il fonctionne. Et c'est ce qui arrive dans tous les domaines de la vie réelle. Quand tu essaies d'être un père plus présent et que tu te trompes dans la communication, quand tu décides de commencer un entraînement
et que tu n'arrives pas à tenir la routine dès la première semaine. Quand tu commences une formation et que tu te rends compte que tu ne comprends pas tout immédiatement. Quand tu essaies d'exprimer tes sentiments et que les mots sortent de travers. Quand tu assumes une responsabilité plus grande au travail et que tu sens que tu n'as pas répondu comme tu l'aurais voulu. L'insécurité ne naît pas de l'erreur, elle naît de la tentative évitée. Parce que quand tu essaies, même de la mauvaise manière, tu apprends. Mais quand tu n'essaies pas, tu nourris la fiction qu'il se passera quelque chose de terrible si tu fais le prochain pas. Et cette fiction grandit jusqu'à devenir un géant que tu as créé toi-même et qui disparaît seulement lorsque tu passes à l'action. La peur d'échouer diminue quand tu commences à voir chaque tentative comme un entraînement et non comme une sentence. Quand tu comprends que les personnes qui ont le plus réussi sont justement celles qui se sont le plus trompées. Quand tu réalises que personne ne respecte quelqu'un qui n'a jamais échoué, nous respectons ceux qui ont essayé malgré la peur. Maîtriser la peur de l'échec, c'est remplacer la question « et si ça tourne mal ?» par « qu'est-ce que j'apprends si ça tourne mal ?» C'est choisir d'avancer même avec l'insécurité. C'est accepter qu'aucun pas n'a besoin d'être parfait. Il doit seulement être sincère. Et quand tu fais ça, quelque chose change en toi. La peur cesse d'être un ennemi et devient un signe que tu marches dans la bonne direction, dans la direction de la personne que tu peux devenir. Numéro 6. Change le ton de la voix qui guide tes pensées. Il existe une voix qui t'accompagne tous les jours, avant même que tu ouvres les yeux. Elle apparaît quand tu penses à tenter quelque chose de nouveau, quand tu dois prendre une décision difficile, quand tu te regardes dans le miroir, quand tu as besoin de t'affirmer, quand tu es sur le point de faire quelque chose qui demande du courage. Et si cette voix est entraînée à te rabaisser, elle va te convaincre que tu n'es pas capable avant même que tu essaies. C'est cette voix intérieure qui dit « ça ne va pas marcher, tu n'es pas assez bon, les gens vont te juger », non pas parce que c'est vrai, mais parce qu'elle a appris tout au long de ta vie à répéter tes peurs comme si c'était des faits. Et tu sens ça quand tu penses à demander une augmentation et que ton esprit te dit que tu ne la mérites pas. Quand tu veux changer de domaine et que ton esprit te dit que tu n'es pas assez compétent. Quand tu veux dire la vérité dans ta relation et que ton esprit te dit que tu vas être rejeté. Quand tu penses à commencer quelque chose de nouveau et que ton esprit te dit que tu vas échouer. Le problème, c'est que beaucoup de gens obéissent à cette voix sans s'en rendre compte. Ils acceptent ses opinions comme si c'était la réalité, ils suivent ses avertissements comme si c'était de la protection, alors qu'en vérité, cette voix essaie seulement de te garder en sécurité, au même endroit où tu as toujours été. Mais il existe un point crucial que les stoïciens avaient compris avec une maîtrise incroyable. Ton esprit répète ce que tu as entraîné et ce que tu as toléré. Si tu alimentes des pensées qui t'affaiblissent, ta voix intérieure devient un ennemi. Mais si tu commences à te parler comme quelqu'un qui veut grandir, cette même voix devient l'outil le plus puissant de ta vie. Tu n'as pas besoin de faire taire cette voix. Tu dois l'éduquer, tu dois lui apprendre à te respecter. Tu dois lui montrer chaque jour que tu ne vis plus sous l'autorité de l'insécurité. Et cela se joue dans les détails. Quand tu dis « j'y arrive », même en tremblant à l'intérieur. Quand tu te félicites pour de petits progrès. Quand tu poses des limites là où tu te taisais avant. Quand tu t'autorises à essayer sans te saboter à l'avance. À partir du moment où tu changes le ton de cette conversation, ta vie change aussi. Parce que l'insécurité ne naît pas des autres, elle naît de ce que tu laisses ton propre esprit te dire. Quand tu maîtrises cette voix, tu te maîtrises toi-même. Et quand tu te maîtrises toi-même, plus rien dehors n'a le pouvoir de te paralyser. Et si cette idée a touché quelque chose en toi, va maintenant dans les commentaires et écris « Aujourd'hui, je choisis de croire en moi ». Parce que c'est ainsi qu'une nouvelle voix naît en toi. Non pas la voix de la peur, mais la voix de celui qui a enfin décidé de devenir ce qu'il est vraiment. Numéro 7. Apprends à te soutenir par toi-même. L'une des plus grandes erreurs de quelqu'un d'insécurisé est de croire que la force viendra de l'extérieur, comme si l'approbation des autres pouvait remplir le vide que tu ressens à l'intérieur. Tu passes ton temps à attendre que quelqu'un confirme que tu es assez bon, assez intelligent, assez intéressant, et tu termines par mesurer ta valeur selon l'humeur, l'opinion ou l'acceptation des autres. Mais personne ne trouve la sécurité de cette façon. La vérité, c'est que ta vie ne commence vraiment à changer que lorsque tu développes la capacité de te soutenir intérieurement, lorsque tu arrêtes de vivre dans la dépendance émotionnelle du regard de l'autre
et que tu commences à construire une relation avec toi-même qui soit solide, stable et réelle. Cela apparaît dans les situations les plus simples, quand tu t'excuses pour des choses que tu n'as pas faites juste pour éviter un conflit. Quand tu acceptes des miettes d'attention pour ne pas perdre quelqu'un. Quand tu travailles au-delà de tes limites pour prouver ta valeur. Quand tu te tais parce que tu as peur de déplaire. Quand tu réduis tes talents pour ne pas provoquer de malaise chez les autres. Tout cela est un manque de respect envers toi-même. Et le respect de soi est le fondement de la confiance. Les stoïciens comprenaient que personne ne peut te donner ce que tu te refuses toi-même. C'est à toi de valider tes propres efforts, de reconnaître tes propres conquêtes, de corriger tes propres erreurs sans t'anéantir pour autant. Le respect de soi, c'est choisir ce qui te fait grandir, pas ce qui te donne de l'approbation. C'est poser des limites, même en tremblant. C'est dire « ce n'est pas suffisant pour moi », même en sachant que tu peux perdre des personnes. C'est assumer tes besoins sans t'excuser. C'est honorer ta parole envers toi-même, pas envers le monde. Et quand tu commences à te soutenir de l'intérieur, quelque chose change en silence. Tu arrêtes de mendier l'amour, tu arrêtes de chercher la validation, tu arrêtes de vivre tendu par peur d'être rejeté, et tu découvres que la véritable sécurité naît d'une posture intérieure, pas d'un applaudissement extérieur. L'insécurité perd de sa force quand tu décides d'être ton propre port d'attache. Et quand cette force s'installe, plus personne n'a le pouvoir de te diminuer, de te manipuler ou de te déstabiliser. Parce que celui qui a appris à se soutenir de l'intérieur ne s'effondre jamais à l'extérieur. Numéro 8. Arrête de souffrir en essayant de contrôler ce qui n'a jamais dépendu de toi. Une grande partie de ton insécurité ne vient pas de la peur, mais de cet effort épuisant de vouloir tout contrôler. Contrôler ce que les autres pensent de toi, contrôler la façon dont les gens vont réagir, contrôler chaque résultat, chaque mot, chaque geste, chaque mouvement du monde autour de toi. Tu essaies d'ajuster chaque détail pour éviter les surprises, et c'est justement ça qui t'épuise. Ce n'est pas la vie qui pèse, c'est le contrôle que tu t'obstines à porter. Il existe une phrase utilisée en psychologie clinique qui dit « L'anxiété naît de l'écart entre ce que tu veux contrôler et ce qui ne sera jamais contrôlable. » Et c'est exactement cet écart qui te fait souffrir. Pense au nombre de fois où tu t'es senti bloqué parce que tu avais imaginé toutes les réponses possibles de quelqu'un avant même de parler. Combien de fois tu as réécrit un message 10 fois par peur de la manière dont il serait interprété? Combien de nuits tu as perdu à revoir des conversations dans ta tête en essayant de comprendre si tu avais dit la bonne chose? Combien de fois tu as renoncé à agir parce que tu voulais être absolument certain que rien n'allait mal tourner? Ce genre de contrôle ne protège pas, il enferme. Les stoïciens comprenaient que la plus grande liberté émotionnelle venait d'une décision simple. Je fais ma part, le reste ne m'appartient pas. Tu ne contrôles pas si on va t'accepter, mais tu contrôles la manière dont tu te présentes, avec vérité. Tu ne contrôles pas si on va reconnaître tes efforts, mais tu contrôles ce que tu donnes. Tu ne contrôles pas le comportement des autres, mais tu contrôles tes limites. Tu ne contrôles pas l'issue, mais tu contrôles l'intention et l'attitude que tu y apportes. Quand tu essaies de tout diriger, tu te rapetisses. Quand tu te concentres seulement sur ce qui est à toi, tu grandis. Lâcher le contrôle, ce n'est pas abandonner, c'est choisir où ton énergie mérite vraiment d'être placée. Tu n'es pas fait pour régler le monde, tu es fait pour te régler toi-même. La pratique est simple. La prochaine fois que tu sentiras la tension monter, demande-toi avec une honnêteté brutale, est-ce que ça dépend de moi ou est-ce que j'essaie d'attraper le vent? Si ça dépend de toi, agis. Si ça n'en dépend pas, lâche. Parce que le jour où tu arrêtes d'essayer de contrôler l'incontrôlable, ton insécurité perd enfin la source qui l'a nourrie pendant des années et ta paix recommence à respirer. Numéro 9. Décider d'être libre. Épictète disait que la principale tâche de la philosophie est de répondre à l'appel de l'âme, de faire sentir et ainsi de nous libérer de la domination de nos tristesses et de nos peurs. Et peu de choses emprisonnent plus que l'insécurité, parce qu'elle ne vous enchaîne pas avec des fers, mais avec des histoires que vous vous répétez sans cesse. Je ne peux pas, je n'y arrive pas, je vais décevoir, on va me juger. Et peu à peu, vous commencez à vivre enfermé à l'intérieur de limites qui n'ont jamais été réelles. Être libre, ce n'est pas vivre sans peur, c'est ne pas obéir à la peur, c'est ne pas la laisser décider de la taille de votre vie, des personnes avec qui vous vous engagez.
des projets que vous commencez ou du courage que vous remettez à plus tard. Être libre, c'est récupérer ce que l'insécurité vous a volé, le droit d'agir sans demander la permission à votre propre doute. L'âme réclame la liberté, quand vous passez trop de temps à essayer d'être parfait, accepté, admiré ou approuvé. C'est ce cri silencieux qui vous fait sentir qu'il manque quelque chose, même quand vous faites tout comme il faut, aux yeux des autres. L'insécurité crée une sorte de prison invisible. Vous pouvez en sortir quand vous voulez, mais vous croyez que vous n'en êtes pas capable. La philosophie et le stoïcisme vous libèrent lorsqu'ils vous rappellent cette évidence que vous aviez oubliée, que la vie est à vous, que les pas sont les vôtres, que la force est en vous, que personne n'a l'autorité de mesurer votre valeur. Être libre, c'est agir malgré la peur, c'est parler avec vérité, c'est avancer avec dignité, c'est vous permettre de vous tromper sans vous détruire pour autant. Être libre, c'est enfin cesser de vivre pour répondre aux attentes des autres et commencer à vivre selon la personne que vous avez choisi d'être, là, à l'intérieur, là où personne ne peut voir, mais où tout commence. Quand vous abandonnez le poids de devoir prouver quelque chose au monde, vous découvrez la légèreté de vivre en paix avec vous-même. Numéro 10. Redevenez vous-même. À un moment de votre vie, vous avez appris à couper des morceaux de vous pour entrer dans des espaces trop petits. Vous avez appris à parler plus bas pour ne déranger personne, à désirer moins pour ne pas sembler arrogant, à cacher vos talents pour ne pas susciter la jalousie, et sans vous en rendre compte, vous êtes devenu une version réduite de ce que vous auriez pu être. Mais il existe en vous une force qui sait que tout cela est faux, une force qui vous appelle hors de cette vie limitée que vous avez construite pour vous protéger. Être vous-même n'est pas un geste simple, c'est un acte de courage. C'est choisir de ne pas s'excuser pour sa propre intensité, c'est assumer sa sensibilité sans peur, c'est reconnaître son intelligence sans se rapetisser, c'est avancer avec dignité même quand votre voix tremble encore. La vérité, c'est que personne ne se sent en insécurité parce qu'il est petit. L'insécurité naît parce que, au fond, vous pressentez que vous êtes plus grand que vous ne l'imaginez. Vous pressentez qu'il existe une version de vous plus courageuse, plus capable, plus mûre, mais vous redoutez le travail émotionnel nécessaire pour grandir jusqu'à cette taille. Vous sentez cet appel quand vous voulez devenir un meilleur père, mais que vous doutez de votre propre patience, quand vous souhaitez assumer une responsabilité plus grande au travail, mais que vous craignez de ne pas être à la hauteur, quand vous sentez que vous méritez une relation plus saine, mais que vous avez peur d'exiger du respect, quand vous comprenez que vous devez changer de vie, mais que vous redoutez de ne pas soutenir cette décision. L'insécurité apparaît exactement dans ces moments-là, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que, au fond, vous savez que vous êtes appelé à quelque chose de plus grand. L'insécurité tente de vous convaincre que vous devez être moins, qu'il est plus sûr de ne pas vous exposer, de ne rien assumer, de ne pas ouvrir votre cœur, de ne prendre aucun risque. Mais en vérité, votre vie ne changera que lorsque vous déciderez d'être plus. Plus honnête envers vous-même, en disant enfin « ceci ne me convient plus ». Plus fidèle à ce que vous ressentez, en reconnaissant quand vous êtes fatigué, quand vous êtes triste, quand vous êtes injuste envers vous-même. Plus engagé dans ce en quoi vous croyez, en choisissant d'être un meilleur professionnel même quand personne ne vous regarde, en étant un père ou une mère plus présent même lorsque vous êtes épuisé, en étant un partenaire plus aimant, même quand votre orgueil vous dit de reculer. Être plus, dans la vraie vie, c'est cela, c'est choisir la version de vous qui fait ce qui est juste, pas celle qui se cache. C'est assumer la taille de votre propre vie, même lorsque cette taille vous effraie. Parce que l'authenticité n'éloigne pas les bonnes personnes, elle éloigne seulement les mauvaises. Et lorsque vous arrêtez de vous modeler selon ce que le monde attend, vous découvrez une liberté que personne ne peut vous donner, sauf vous. Notre plus grande peur n'est pas d'être insuffisant. Notre plus grande peur est d'ignorer que nous sommes puissants, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est notre lumière, non pas notre obscurité, qui nous effraie le plus. Nous nous demandons « Qui suis-je pour être brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ?» En réalité, qui êtes-vous pour ne pas l'être? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous, en pensant petit, vous n'aidez pas le monde. Il n'y a aucune bonté à vous diminuer, à vous retirer pour que les autres ne se sentent pas en insécurité à côté de vous. Nous avons tous été faits pour briller, comme les enfants brillent. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu en nous. Cela n'arrive pas seulement chez certains d'entre nous, mais chez chacun.
Et lorsque nous permettons à notre lumière de briller, nous donnons, sans même nous en rendre compte, la permission aux autres d'en faire autant. Quand nous nous libérons de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Merci d'être resté jusqu'ici. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses autrement, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Ici, nous continuons ensemble à réfléchir, à grandir et à construire une force intérieure.